Je range mon bureau, c'est la 53e édition, ou plus exactement le numéro 53. Et je le rappelle, depuis quelques épisodes, j'ai pris l'habitude de commencer chaque vidéo par piocher dans les Pléiades qui sont derrière moi, afin de montrer qu'ils ne sont pas qu'un décor, mais qu'ils m'accompagnent. Aujourd'hui, le Pléiade des œuvres poétiques d'Apollinaire, qui a été un des premiers que j'ai eu. Si je regarde bien la dédicace, mes parents me l'avaient offert pour le nouvel an 1986. Ça ne nous rajeunit pas. Le 14e des poèmes à Lou. Tu m'as parlé de vice en ta lettre d'hier. Le vice n'entre pas dans les amours sublimes. Il n'est pas plus qu'un grain de sable dans la mer, un seul grain descendant dans les glauques abîmes. Nous pouvons faire agir l'imagination, faire danser nos sens sur les débris du monde, nous énerver jusqu'à l'exaspération ou vautrer nos deux corps dans une fange immonde. Et liés l'un à l'autre en une étreinte unique, nous pouvons défier la mort et son destin, quand nos dents claqueront en claquements paniques. Nous pouvons appeler soir ce qu'on dit matin. Tu peux déifier ma volonté sauvage, je peux me prosterner comme vers un autel devant ta croupe, quand sanglantera ma rage, nos amours resteront purs comme un beau ciel. Qu'importe qu'essoufflés, muets, bouches ouvertes ainsi que deux canons tombés de leur affût, brisés de trop s'aimer, nos corps restent inertes. Notre amour restera bien toujours ce qu'il fut. Ennoblissons mon cœur, l'imagination. La pauvre humanité bien souvent n'en a guère. Le vice en tout cela n'est qu'une illusion, qui ne trompe jamais que les âmes vulgaires. Et on enchaîne avec la rubrique des livres que je range après les avoir lus. J'avais laissé en suspens la dernière fois, car j'étais arrivé au bout des 30 minutes, le ghetto intérieur de Santiago Amigorena, dont je pensais qu'il était promis à une belle carrière, soit au Renaudot, soit au Goncourt, mais sans doute est-ce un trop bon texte pour mériter l'un de ces prix. Alors je pensais qu'il était promis au Renaudot ou au Goncourt, en particulier à cause de son sujet, puisqu'il parle de la Shoah, et que de ce point de vue-là, évidemment, c'est un livre qui s'inscrit dans l'histoire de l'humanité, dans la macro-histoire, comme on dit parfois. Santiago Amigorena, je suis son projet d'écriture autobiographique depuis quasiment le début, puisque j'ai lu toute la trilogie, la première trilogie, mais j'avais commencé à la lire avec le 3e volet, Une adolescence taciturne. Et ensuite j'ai continué à suivre, et même si j'ai été très très inégalement convaincu par les 4 ou 5 derniers livres d'Amigorena, j'ai continué quand même à m'y intéresser. Celui-là, j'avais pensé au départ de ne pas le lire, et puis finalement mon épouse avait envie de le lire, donc on l'a acheté. C'est vrai que l'impression que j'avais eue en le feuilletant rapidement en librairie n'était pas entièrement fausse, à savoir que comment le dire, bon, après tout je vais le dire sans ménagement, peu importe, ça n'est pas extrêmement travaillé, il y a vraiment des facilités d'écriture, il y a des pages qui sont un peu venues comme ça, apparemment qui n'ont pas été retravaillées, et je trouve ça un peu dommage, parce qu'en fait c'est un écrivain intéressant par ailleurs. Évidemment c'est le sujet qui transcende et qui dépasse et qui permet au lecteur de dépasser ses faiblesses ou ses problèmes d'écriture. Et ce sujet, c'est l'histoire du grand-père de Santiago Amigorena, exilé juif polonais en Argentine, et toute l'histoire du ghetto intérieur, c'est l'histoire de la manière dont cet homme, au fur et à mesure des années 30, mais surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, s'enfonce de plus en plus dans un mutisme total, car ce qu'il finit par savoir de ce qui se passe dans le ghetto de Varsovie, puis dans les camps d'extermination où est certainement morte sa mère, et ça il ne le saura jamais avec certitude jusqu'à après la guerre en fait, fait qu'il trouve toute parole superflue, inutile, insignifiante. Et donc en fait, il s'agit, du moins d'après la fictionnalisation qu'en fait Santiago Amigorena, parce que une fois de plus, et comme toujours, c'est un roman, donc une autofiction. Ça veut dire que c'est la manière dont Santiago Amigorena s'approprie ce qu'on lui a dit de la figure de son grand-père, et à partir de ce Vicente Rosenberg, arrivé en Argentine en 1928, et que Santiago Amigorena a connu, mais seulement jeune, enfin quand lui-même était jeune, il
invente une fiction, il fictionnalise ce grand-père. Et ce grand-père donc s'enfonce dans le mutisme en suivant finalement l'idée qui a été formulée souvent, à savoir, peut-on encore écrire après Auschwitz? Peut-on encore écrire après la solution finale? Peut-on écrire après l'expérience du nazisme? Et surtout, en l'occurrence, ici, peut-on parler ou à quoi bon parler? Et donc, c'est autour de cette figure et de l'enfoncement progressif de cette figure qui est très bien dessinée dans son évolution de la, on va dire, d'une figure relativement stable malgré tout, de jeune père de famille, commerçant, qui a des amis, qui a une activité sociale, qui a une vie sociale, et donc avec cette espèce de, non pas de délabrement, mais d'enfoncement irrésistible dans le mutisme. Alors évidemment, ça c'est une fiction, et ça participe de la grande fiction et du grand projet autobiographique de Santiago Amigorena, qui partait de cette trilogie dans laquelle il explorait son propre mutisme d'adolescent. Et donc, il a voulu retrouver dans la figure de ce grand-père une sorte d'ancêtre taciturne et de première figure de mutisme. Et d'ailleurs, il l'explique très clairement dès le texte marqué en préambule, dans lequel il dit « Il y a 25 ans, j'ai commencé à écrire un livre pour combattre le silence qui m'étouffe depuis que je suis né. De ce livre, constitué de 6 parties, ont été publiées la première, etc., etc. Les quelques pages que vous tenez entre vos mains sont à l'origine de ce projet littéraire, avec toute l'ambiguïté qu'il y a dans les quelques pages que vous tenez entre vos mains. Est-ce que c'est la fictionnalisation du grand-père qui est à l'origine du projet littéraire, ou est-ce que c'est la manière dont il s'est approprié la figure de ce grand-père qui est à l'origine du projet littéraire? Peut-être les deux, comme dans toute bonne structure fictionnelle ambivalente. Voilà, je n'en lis pas d'extrait, parce que déjà je pense que vous en trouverez un petit peu partout. Le livre a quand même reçu un accueil critique assez favorable et pas mal de presse, donc je pense qu'il doit y avoir des extraits qui traînent pas mal. De toute façon, si vous allez sur le site des éditions POL, on peut toujours lire les premières pages de tous les livres publiés chez POL. Mais voilà, c'était pour dire que c'est un livre qui m'a finalement pas mal plu, et j'ai trouvé qu'il y a vraiment des très belles choses. C'est pour essayer de tenir les délais, les temps, de ne pas dépasser la demi-heure avec tout ce que j'ai à lire, tout ce dont j'ai à vous parler, que je ne lis pas d'extrait de ce livre, Le Ghetto intérieur de Santiago Amigorena. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est un livre qui est plutôt un essai, Désherbage, de Sophie Lucas. Et Sophie Lucas, elle a publié ce texte aux éditions La Contralée, dont je vous ai déjà parlé. C'est sorti au printemps dernier, et en fait ce livre est le résultat d'une enquête menée par Sophie Lucas dans les médiathèques et bibliothèques publiques, mais notamment des bibliothèques et des médiathèques de campagne, en particulier en Loire-Atlantique ou en région Pays de Loire. Et elle le dit en quatrième de couverture, le travail a vite débordé de ses contours géographiques et thématiques. Ce qui traverse ces bibliothèques de Loire-Atlantique concerne toutes les autres bibliothèques des grandes et petites villes aux périphéries urbaines et rurales. Le troisième lieu, l'avenir de la lecture publique, la place du livre, les fractures sociales, culturelles et numériques, le service public, l'accès à la culture, comme si les bibliothèques se révélaient le nerf sensible de la société. Donc ce livre qui parle de bibliothèques publiques, des médiathèques et des bibliothèques comme un lieu social à réinventer et en constante réinvention actuellement, avec évidemment la question des fractures sociales mais aussi des fractures numériques, ça va intéresser tous les gens qui s'intéressent à ces questions. Donc je vous recommande vraiment de le lire de ce point de vue-là. Après, sur le fond, j'ai trouvé que c'était un livre qui est vraiment fait un peu de bric et de broc, qui part un peu dans tous les sens, qui cède parfois à la facilité de cette absence de structure, à savoir que l'absence de structure est postulée presque comme une sorte de pacte d'authenticité, et finalement je pense que c'est un petit peu un présupposé qui sert à cacher l'absence de recherche d'une structure. Ou alors il y a une structure et elle m'a totalement échappé, ce qui est possible, il ne faut pas hésiter sinon à m'insulter ou à me vilipender, mais du moins à me reprendre et à critiquer ce que je dis là dans le texte, alors, dans la vidéo. Alors au demeurant, je recommande ce livre dans cette perspective-là. En l'occurrence, moi, dans ma chaîne vidéo, il y a quand même une des séries qui s'appelle « Je rends des livres » dans lequel j'essaie d'explorer systématiquement les livres que j'emprunte à la bibliothèque universitaire et ceux que j'en ai pensé au moment où je m'apprête à les rendre. Donc la thématique des bibliothèques est une thématique qui m'intéresse depuis très longtemps, et j'ai aussi longtemps beaucoup lu en bibliothèque et en médiathèque publique, et notamment aussi beaucoup emprunté de CD et de DVD, par-delà aussi des explorations de livres ou de la presse. Donc le sujet du livre et le livre lui-même m'a beaucoup intéressé.
Je vais vous en lire un extrait. Alors on a pris le bus, pas n'importe quel bus, un bibliobus, une bibliothèque mobile. Qui n'en a pas rêvé? Partir sur les routes, le coffre plein de livres, dans un bus scolaire, comme dans Acid Test, dans une bagnole américaine, comme dans Sur la route, ou dans un mobil-homme, comme dans Voyage avec Charlie. Partir. Dans le bibliobus, 11 tonnes chaque, il y en a deux. Des gros bras, eux aussi vont disparaître, enfin pas tout à fait. Nous sommes 3 à la tête d'une cargaison précieuse de 3000 ouvrages. Suit une citation de Kerouac sur la route. C'est le matin, nous roulons, mais pas à fond, vers Saint-Lumine de Coutet et Machecoul. Nous sortons de la ville pour traverser des étendues vertes, l'hiver encore. Mais quand on a vu le soleil se répandre sur les prés, on a mis les ailes au bibliobus. Dans les voitures croisées, des personnes nous sourient. Ça nous arrive souvent. Les gens voient le bibliobus, on sent dans leur regard que ça leur évoque quelque chose. Ça doit leur rappeler un truc, l'enfance peut-être. En tout cas, il y a des réactions très positives, une complicité. Un peu comme le marchand de glace, me dis-je. Et dans ce texte, la dernière chose que je voulais signaler à propos de Désherbage de Sophie Lucas, c'est qu'elle cite à de nombreuses reprises, et il y a même un moment où je crois elle cite sur 2 pages entières, Martin Eden. Alors Martin Eden de Jack London, c'est un livre dont j'entends parler presque sans arrêt depuis 1 an. Je ne connaissais quasiment, je crois même que j'avais jamais rencontré même la mention de ce livre de Jack London, et je n'arrête pas de rencontrer des références à Martin Eden depuis 1 an ou 2, et là vraiment elle en parle, c'est presque l'armature principale ou la référence intertextuelle principale de son travail. Donc c'est pour le signaler aussi, et me le signaler à moi-même, il va peut-être falloir quand même que j'aille voir directement du côté de ce texte de Jack London. Toujours aux éditions La Contre-Allée. On en a pas mal parlé aussi dans la rentrée littéraire, Le bruit des tuiles de Thomas Giraud. Et Thomas Giraud, je n'ai jamais rien lu de lui, mais apparemment, il explore des grandes figures ou des figures plus méconnues du 19e siècle. C'est un peu son travail qui le mène vers ça. Si on regarde les 2 autres livres qu'il a publiés aux éditions de La Contre-Allée, apparemment l'un est consacré à Élisée Reclus et l'autre à Jackson C. Frank. Et ici, il s'agit de Considérant, non pas Considérant, mais Considérant, un des utopistes phalanstériens du 19e siècle, dont il suit le trajet depuis la France et la création du projet, jusque dans le Texas, où il bâtit son utopie. Alors le livre est vraiment une sorte de biographie fictionnalisée, on va dire, un roman qui essaie de cerner là encore les contours d'une figure particulière, un petit peu comme le livre d'Amigo Rena. Finalement il y a sans doute une parenté là entre les deux, c'est-à-dire, sauf que là il ne s'agit pas d'histoire familiale, essayer de remonter et de dénouer les fils de ce que l'on peut retrouver à partir de l'histoire plus objective et à partir des biographies. Et donc Thomas Giraud essaie de faire ça, essaie vraiment de faire œuvre d'écrivain, de romancier, d'imagination et de subjectivité à partir de données qui sont des données historiques objectives. Et le roman est une réussite de ce point de vue-là aussi. Je lis un extrait de la page 121, dans laquelle on retrouve d'ailleurs l'expression qui donne son titre au livre, Le bruit des tuiles. Le bruit des tuiles, c'est la menace de la catastrophe, c'est la menace, c'est la manière dont, considérant dans le livre, je ne sais pas si ça vient de données réelles, d'une correspondance ou quoi que ce soit, soit ça n'est pas dit, soit j'ai déjà oublié, mais ce bruit des tuiles, c'est l'imminence de la catastrophe ou le fait que le projet utopiste est voué à l'échec ou au désastre. Entend-il déjà le bruit des tuiles? Il conserve encore l'apparence de la sérénité, s'oblige à tout le moins à la conserver. Il est le chef de cette entreprise un peu folle, mais surtout, comme il l'a si souvent répété, tellement bien pensée. Il doit montrer l'exemple, et même s'il entend le bruit des tuiles, il doit ne pas l'entendre, se concentrer, répondre par des phrases courtes, remettre les discussions longues à plus tard, marcher, ne pas rester sur place pour ne laisser le temps à personne de venir s'installer à côté de lui. Avoir les mains dans le dos ou occupé par quelque chose, le nez penché pour éviter d'attirer les regards et les questions, mais pas trop. L'équilibre de celui qui est attentif à ce qui se passe autour, mais qui est aussi concentré dans ce qu'il fait et que l'on ne doit pas tellement déranger. Il sait tout cela, on compte sur lui, il ne doit pas décevoir. Il ne va pas baisser les bras pour une insatisfaction vénielle, une différence de taille de parcelle.
Pour occuper un esprit inquiet, il n'y a rien de mieux que de ne pas trop réfléchir, de s'assommer dans des tâches obscures qui miment la grande concentration et l'abnégation. Et si les autres ne comprennent rien et posent des questions, il faut se borner à donner des indications avec un peu de distance, privilégier le recul plutôt que la discussion franche, avec quelques gestes vagues et des formules générales dont les autres se feront les exégètes tranquilles. Ne pas toujours être poli, mais toujours catégorique. Et pendant ce temps-là, donner l'impression de tailler une pierre avec un bout de bois, ou l'inverse. Voilà comment s'étourdit considérant. Pages 121 et 122, j'ai un petit peu coupé à un moment donné, du bruit des tuiles de Thomas Giraud, aux éditions La Contrallée. Un livre que je n'ai pas réussi à finir, et pourtant j'ai essayé, j'en ai lu les 2/3, j'en avais entendu beaucoup de bien. C'est quoi? C'est Mackenzie Orsel, L'ombre animale, et j'ai arrêté parce que j'ai eu l'impression que c'était un livre qui n'allait nulle part, qui se répétait en permanence, et qui, tout en étant très bien écrit, d'une manière très lyrique, alors c'est un livre haïtien, c'est un livre éminemment haïtien, j'allais dire, parce qu'il exagère même le côté extrêmement inventif d'un point de vue linguistique, et puis totalement baroque aussi, et tragique et noir, que l'on retrouve dans toute une veine de la littérature haïtienne. Donc tout ça, c'était des raisons vraiment suffisantes pour me faire normalement adorer ce livre, mais je n'ai jamais réussi à entrer dedans, vraiment. Et voilà, ça m'a vraiment laissé sur ma faim, parce que je n'ai pas trop su qu'en faire, et j'ai fini par arrêter avant la fin, parce que finalement il me restait une centaine de pages. Une centaine de pages, c'est quand même 2 heures de gagner si on arrête de lire un livre. Donc comme je n'arrivais pas du tout à faire sens et surtout à me plonger dans le livre, j'ai préféré arrêter. Donc c'est Mackenzie Orsel, c'est L'ombre animale, c'est paru chez Zulma en 2016. Et ça n'est pas parce que moi je n'ai pas réussi à rentrer dedans que je ne le conseille pas. Je vais d'ailleurs même vous en lire une page pour que vous fassiez votre propre idée. Page 152. Les filles de la chorale étaient toutes du même âge, de la même taille. J'étais stupéfaite que l'on pût autant se ressembler. Mais il y en avait une particulièrement qui se distinguait. À y songer aujourd'hui, avec l'éclatante beauté de son visage toujours parfaitement poudré, telle une reine qui monte sur le trône, tandis que ses vêtements et ses chaussures étaient moches et écœurants, comme si elle avait été se rouler dans la boue. Elle incarnait un mythe dont notre génération ne savait rien, celui d'une misérable fille avec des dents pourries, un visage de reine oubliant qu'elle avait un corps à force de ne s'intéresser qu'à son visage. Si le décalage entre elle et elle-même laissait certains insensibles, d'autres non, complètement hypnotisés, la gueule entr'ouverte, les yeux sortis de leurs orbites par l'aveuglante lumière de ce visage, et la fausse reine, voyant toutes les passions que déchaînait son visage, se maquillait davantage, tout ça parce qu'un beau jour sa mère lui avait dit « Ma fille, ton visage, c'est ton passeport, prends-en bien soin, ne laisse personne te le piétiner. » Depuis, elle n'avait cessé de mettre son visage sur un piédestal. Elle l'idolâtrait, se réveillait en pleine nuit, glissait sa main sous son oreiller, où elle cachait précieusement sa trousse de maquillage. Une tante la lui avait ramenée de là-bas pour son anniversaire, et se mettait à enjoliver son passeport, puis se rendormait. Elle se maquillait tellement qu'elle ne se rappelait plus ce qu'était son visage d'autrefois, le vrai, au temps où elle n'avait pas encore découvert le maquillage, entendu parler de passeport. La nouvelle avait parcouru tout le village. Il s'en est fallu de peu qu'elle traverse la frontière et tombe dans l'oreille de la civilisation qui n'en reviendrait pas. Rirait jusqu'à en avoir mal au ventre. Quoi? Une fille qui prend son visage pour un passeport? Mackenzie Orsel, L'ombre animale. Bérengère Cournue a fait parler d'elle lors de cette rentrée littéraire pour un livre que je n'ai pas encore lu, donc je n'en parlerai pas, mais ça ne va pas tarder. Et ce livre, c'est L'Écorcobaliseur. L'Écorcobaliseur, c'est le premier livre de Bérengère Cournue. Elle l'a publié en 2008, donc j'ai eu envie de commencer en fait à lire Bérengère Cournue avec son premier livre, et je n'ai pas été du tout déçu. C'était un livre totalement fantasmagorique. C'est un livre à peu près impossible à raconter. Je pense que je vais, je sais pas, j'allais dire me contenter de lire le rabat de la deuxième de couverture, parce que très honnêtement, c'est assez difficile à synthétiser, surtout en improvisant. Donc je vais être un peu feignant, je vais me contenter de lire la deuxième de couverture. Mais il y a là vraiment à la fois un imaginaire très puissant qui rappelle un certain nombre d'autres imaginaires un peu insolites liés aux mythes familiaux, mais qui est quand même très singulier, et puis ça rencontre une écriture qui elle-même est une écriture
qu'on pourrait dire d'inspiration, je ne sais pas, surréaliste. Tiens, puisque j'ai lu Delteil récemment, on pourrait penser à Delteil, on pourrait penser à Michaud. On pense à Michaud, bien sûr, parce que la référence principale dans les corps-cobaliseurs, c'est le combat, le grand combat. Hein. Il l'emparouille et l'endosque contre terre, il l'encorcobalise, donc je ne sais plus où c'est d'ailleurs, je n'arrive pas à le retrouver. Enfin, évidemment, c'est cité au tout début du livre. Donc on peut penser à des sortes de grands ascendants, mais ça résiste totalement, à savoir qu'on rentre très vite dans l'écriture de Bérengère Cournu, et l'écriture de Bérengère Cournu, là aussi, comme son imaginaire, tout en ayant des parentés, des ascendances, des analogies possibles, c'est une écriture totalement singulière. Et donc c'est très très beau, moi j'ai trouvé ça vraiment très beau. Le livre, comme tous les livres des éditions Attila, est très beau. Il y a 4 parties qui sont à chaque fois illustrées en tête par des reproductions en couleur. Je vais y arriver, il faut juste de Victor Brauner. Oui, je cherchais la confirmation, je ne trouve pas, enfin bon, c'est de Victor Brauner. Voilà, donc c'est vraiment un très beau livre, je vous le recommande. C'est un beau livre au sens de l'objet, puis c'est un très beau livre dans l'écriture et dans le projet esthétique aussi. Je lis rapidement la deuxième de couverture. L'écorcobaliseur a disparu, avec au bout du bras la tête ensanglantée de son frère. À Manfraise, tout le monde s'interroge, et leur sœur la première qui doit conjurer sa solitude. Le cerveau en marche arrière, elle explore sa mémoire, son passé, la région où elle a grandi. Dans cette plongée au tréfonds de sa propre histoire, qui prend la forme d'une quête aussi bien que d'une enquête, la sœur de l'écorcobaliseur est assistée par des bédouins en exil, des loups de mer philosophes et des rockers au grand corps. Des rockers au grand cœur, je vais y arriver. Alors déjà, juste pour donner une idée, pour montrer à quel point on se situe dans un élément qui est de l'ordre du réalisme magique, les fameux bédouins qui apparaissent, les fameux bédouins en exil, ils apparaissent sur des îles du Grand Nord, parce que ça se passe quand même dans un pays imaginaire ou dans des sites ou dans des îles imaginaires, mais c'est quand même dans le nord. Eh bien ces bédouins en exil, ils ont été amenés là par une tempête qui les a transportés du Sahara jusque là sans qu'ils s'en rendent compte. Ils se sont réveillés un matin au milieu d'une île dans le Grand Nord sans s'être aperçus qu'ils avaient été transportés. Donc c'est pour vous donner une idée du caractère évidemment irréaliste de l'histoire elle-même. Mais c'est vraiment très très bien. Est-ce que je peux vous lire un extrait? J'avais noté quoi? J'avais noté vraiment une page vers la toute fin. Bon. Page 174. Henrique en tête, après que je lui forçai à descendre à quai, nous parvenons à nous frayer un passage jusqu'au monstre, plus proche en effet de la baleine ventrue que du puissant serpent de mer de mon souvenir. Ça ne bouge pas. Ça semble mort. Tant pis, il suffit de lancer la rumeur. Tu vois ça, Henrique? Là, le ventre, il bouge. Mais non, c'est un reflet. Je te dis que ça bouge. Les gens attroupés en m'entendant se pressent pour apercevoir le ventre, juger d'un possible mouvement, décider avec moi qu'il bouge, ils en ont trop envie. Ça bouge, haro sur le poisson, l'assistance se déchaîne, les derniers rangs n'ont rien pu voir, ce sont les plus véhéments. Leur regard à tous est obscène. Ils sont prêts à inventer n'importe quoi, c'est écœurant. Ils ont fait pareil avec mes frères et moi. Ah, nous leur avons offert un beau spectacle, et bien maintenant c'est fini. Séparés, rangés, infiltrés, hostiles et malsaines, leur curiosité s'exercera sur autre chose que sur nous. Tricéphales, trinervés, triploïdes, trigéminés, notre nature persiste, mais dans un champ qui dorénavant leur est étranger. Il n'est pour moi que d'en découvrir les frontières exactes. Bérengère Cournu, l'écorcobaliseur, 2008. Et si j'ai réussi à le commander chez mon libraire, vous y arriverez aussi. Ça n'est pas parce que ça n'est pas sorti cette année qu'il faut s'en dispenser. Puis on reparlera de Bérengère Cournu, parce que je compte lire son dernier livre, et j'ai l'impression que ça va me donner envie aussi de lire les autres. On termine avec un livre que j'ai terminé hier, Leila Sebar, Le silence des rives. C'est une réédition chez Elisade Poche. Très joli petit livre, ça coûte 7,50 €, alors ça c'est pareil, il ne faut pas s'en priver, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, c'est une réédition chez Elisade Poche, qui est un éditeur tunisien, qui a réédité en 2018 ce texte paru chez Stock en 1993.
Et Leïla Sebar, je ne la connaissais pas du tout, elle avait obtenu le prix Kateb Yassine pour ce texte, et il s'agit d'une romancière algérienne. Et là encore, eh bien, j'allais dire malheureusement, mes yeux sont tombés, je crois, il y a un an, c'est lors du festival Plume d'Afrique que j'avais acheté ce livre, je ne l'avais toujours pas lu, je ne l'avais pas encore lu. Et malheureusement, j'ai découvert Leïla Sebar parce que très honnêtement, j'ai pas envie d'en rester là. Et c'est un livre très très étrange, très mystérieux, très beau, extrêmement déprimant en un sens, qui tourne autour de la figure de trois sœurs un peu mystérieuses, qui sont des enterreuses ou qui apparaissent quand il y a un mort dans une maison et autour desquelles circulent un certain nombre de légendes. Et la figure de ces trois sœurs, elle entoure une histoire familiale qui est celle évidemment du silence des rives, c'est-à-dire du fait qu'il y a une mère et les femmes de la maison qui se trouvent très probablement au Maghreb, en Algérie, qui sont restées dans la patrie, dans le pays natal, et puis il y a un fils qui est exilé, qui est de l'autre côté de la rive, de l'autre côté de la Méditerranée, très probablement, mais ça n'est jamais dit comme ça, ce qui veut dire qu'on peut le métaphoriser ou totalement autrement, et qui, lui, ne veut en quelque sorte plus rien entendre, a coupé les amarres, en quelque sorte, a rompu les amarres, et ne veut plus être rappelé, rappelé à ou rapproché de ses racines. Et le tout est vraiment porté par une écriture que je trouve très très belle. Je vous lis un extrait de la deuxième partie, page 68 dans l'édition Elisabeth Poche. Contre le plafond, en haut de l'une des colonnes autour du patio, il y a un nid d'hirondelles. La grand-mère a interdit de le détruire. Les femmes ont obtenu de chasser les autres hirondelles à cause des souillures. Le nid est resté. Quand il a vu la première hirondelle, il a appelé sa grand-mère et ils ont assisté ensemble au travail. Sa grand-mère lui a affirmé avoir vu la même hirondelle entre les pieds de vigne au bord d'une flaque d'eau. Elle prélevait de la boue avant de choisir un brin de paille. La colline à blé n'est pas loin. Seule, jour après jour, elle a monté les murs ronds du nid collé là-haut. Sa grand-mère dit que le nid de l'hirondelle lui survivra. Les hommes qui ont quitté la maison pour revenir parfois 2-3 années plus tard ont reconnu le nid qu'elle protège depuis la naissance de son petit-fils. Elle lui a raconté qu'il est né le même jour que les petits de l'hirondelle du premier nid de la maison. Elle a ajouté que son berceau en bois, au matelas de crin, était moins douillet que celui des petits hirondelles, couchés sur les plumes blanches, il paraît, a précisé la grand-mère, qu'elle n'aime pas. Il paraît, a précisé la grand-mère, qu'elle n'aime que les plumes blanches et propres, les autres, elles n'en veulent pas. Il a surveillé l'hirondelle et ses plumes blanches, des plumes fines et douces, des duvets de poussins. Sa grand-mère dit la vérité. Il n'a pas attendu comme chaque année la première hirondelle qui habiterait le nid en haut de la colonne, lorsqu'il a quitté la maison de la mère de sa mère. Soraya, dans sa roulotte à la prochaine foire, lui dira que le nid n'est pas détruit et que les hirondelles sont fidèles. Il regarde les oiseaux, qui ne sont pas les hirondelles. Les femmes parlent trop fort, il ne veut pas les entendre. C'est l'heure où il ne pêche plus. Et voilà, donc c'est vraiment très beau. Enfin, je n'en dis pas plus, mais c'est vraiment très beau aussi, et j'ai vraiment bien aimé ça. Donc finalement, il y a eu beaucoup de livres là que j'ai bien aimé dans la moisson d'aujourd'hui, de cette 53e vidéo. Je range mon bureau. À la prochaine.